Ça marche. Alors, je m'appelle Lestini. Je suis polisseuse de métier de précieux au sein de la maison Sommet. Ça consiste à faire briller le métal. À polir les pierres. C'est un autre métier. C'est le métier de la lapidaire. Et mon parcours, très rapidement, j'ai choisi de faire une reconversion professionnelle il y a 4 ans. J'ai été prise en stage au sein de la maison Sommet, puis ensuite en alternance pendant 2 ans, pour enfin devenir polisseuse professionnelle il y a 1 an et demi. J'ai voulu changer de métier après 8 ans de consulting en tant que consultante indépendante en stratégie de développement durable principalement. Et j'ai eu envie et besoin de réellement contribuer à créer de la beauté. Faut quand on est consultant, voilà, on donne beaucoup de conseils, on écrit beaucoup de rapports. Ça peut être de bons conseils et des écrits pertinents et des formations pertinentes, mais il manquait assez concret. Donc, je me suis tournée dans l'artisanat pour ça. J'ai eu énormément de chance d'arriver en haute joaillerie très vite, dès mon stage, parce que normalement, c'est depuis plusieurs années en tant qu'artisane qu'on arrive en haute joaillerie. On commence d'abord par des ateliers de bijouterie, pour après, au bout d'un certain moment de la carrière, on s'est arrivé en maison. Mais j'ai eu énormément de chance de pouvoir y entrer directement et d'y être embauchée tout de suite. Et pour ce qui est de mon attrait pour la haute joaillerie, et la bijouterie de façon générale, ça c'est une passion d'enfance pour laquelle j'avais pas une occasion, une opportunité professionnelle de persévérer. J'avais pas décidé de faire des études d'artisanat. Et même en tant que consultante, je n'avais pas réussi à avoir ce type de clientèle pour pouvoir me développer durable. Donc en y réfléchissant, en me disant bon, j'ai envie de créer quelque chose de concret de mes mains. Et en fait, vraiment cette passion d'enfance et cette admiration fabuleuse pour les bijoux m'est revenue et je me suis dit pourquoi pas sauter le pas, passer d'un métier de cadre à un métier d'artisane. Et j'ai eu la chance après d'être embauchée par la maison et de faire tout mon parcours. Comme j'étais intéressée par la bijouterie et la haute joaillerie en général et que j'avais jamais travaillé de mes mains, j'ai en effet voulu tester les différents métiers de ce secteur, qui sont fort nombreux. J'ai testé la bijouterie et les joailleries, donc vraiment le travail du métal, soudure, assemblage, etc. Également le sertissage, donc tout ce qui est accrocher les pierres aux bijoux, le polissage que je connaissais pas du tout, et aussi la taille de pierre, et donc aussi un très beau métier. Enfin, c'est tous les quatre de très beaux métiers, mais voilà, mais disons que les 2 derniers, polissage et glyptique ou métier de lapidaire, sont peu connus. Et c'est en testant et en faisant de mes mains que vraiment le métier de polissage m'a le plus plu. J'ai choisi le métier qui me plaisait le plus. Aussi bien parce que, si vous les zoomez, les outils sont tout doux. Alors certes, on utilise des tours, tout tourne à 3000 tours minutes, ça peut être assez dangereux, mais au final, les outils sont doux, c'est en toile de chèvre, en coton, ou bien avec des fils, qui peuvent même être en laine. Et le fait de faire apparaître la brillance, c'est vraiment ce qui m'a plu le plus. En faisant que vous se rendez compte, c'était vraiment un métier que je connaissais pas. Et en fait, quand je suis en plus dans le cadre d'une reconversion, c'était un métier qui était demandé. Voilà, je veux dire que c'était banco. Vraiment. Donc j'ai commencé avec une initiation, et puis cette initiation m'a ouvert les portes d'un stage, et puis ensuite, comme ça, c'est de l'histoire. C'est pas évident de vous montrer ça, enfin de parler de ça sans vous montrer quoi que ce soit, et la confidentialité est de mise dans le Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tous les matins, je vais chercher les morceaux nickel. Qui souvent sont en morceaux, en fait, parce que c'est comme ça qu'un bijou en haute joaillerie est fait. C'est plein de petits morceaux qui sont sculptés, polis, sertis, assemblés, repolis, parfois réassemblés. Enfin voilà, c'est beaucoup d'étapes comme ça. Donc du coup, je récupère qui peut être fait souvent en morceaux. Je m'entière des priorités parce que on travaille pas que sur une seule pièce tout le temps. En fait, on travaille sur parfois 10 pièces en simultané. Donc, je m'entière des priorités. Et puis là, c'est parti. Soit je dois faire ce qu'on appelle de l'enfilage, c'est-à-dire faire en sorte que les mises à jour pour que les pierres brillent bien. Et dans ce cas-là, j'utilise cette fil-là que j'accroche
je mets de la pâte dessus et c'est parti. Je mets le fil à l'intérieur de la cavité que je dois faire briller et je fais briller. Et je polis. Soit j'utilise des tampons, des brosses, des choses comme ça que j'actionne ici. Ça dépend complètement de ce qu'il y a à faire et de la surface du métal que je dois faire briller. Et là, bon, faut imaginer que ceci est un plaisir, hein. Voilà. En gros, c'est par des mouvements comme ça. Je mets de la pâte, même pas abrasive en fonction de ce que nous souhaitons faire. C'est par des mouvements comme ça que je viens, au fur et à mesure, lisser le métal jusqu'à ce que toutes les rayures disparaissent. Et si une surface est parfaitement lisse, mais même de n'importe quel point, elle va réfléchir la lumière. Et comme le métal a cette caractéristique, une qualité d'être particulièrement brillant, on arrive à un colis, on dit miroir, et vraiment on peut se voir dedans. Et tout mon but, c'est avec mes différents outils, du plus dur au plus doux, de lisser de plus en plus le métal pour que les rayures qui seront reliées par ces outils-là soient lissées par ces outils-là, jusqu'à ce que on arrête parce qu'évidemment là, on n'est pas au niveau microscopique non plus, et que vraiment il n'y ait plus le moindre défaut, plus la moindre rayure, plus rien, et que ça soit de la qualité parfaite, optimale demandée en journée. Il y a certains, vous verrez seulement, ça fait un moment, joaillières utiliser du binoculaire comme des scientifiques. Nous dit c'est pas forcément, et la façon dont on se présente, c'est pas forcément pertinent. Mais par contre, on a tout le temps ça. Notre 9x10. Parfois, il y a le casque aussi. Ça peut être sympa. Si on regarde avec les yeux, c'est encore plus sympa. Mais voilà, ça c'est x5 et là c'est x10. On vérifie régulièrement notre travail. Et sachant que avoir un regard, ça s'apprend. J'ai eu 2 ans d'apprentissage. J'ai vraiment vu la différence entre année 0, même jour 0 et jour 700 et quelques, hein, parce que vraiment on apprend à voir, regardez le nombre de pattes que j'ai. Tout ça, c'est des abrasions différentes. Ça permet d'enlever des rayures de façon plus ou moins puissante. Et tout ça, ça crée des traces. Ça aussi, mes outils, ils créent des traces. Donc, apprendre à savoir quand est-ce que les rayures par exemple, joailliers, c'est bon, c'est fini. Par contre, j'ai les traces de sein combinées à ce type de pâte-là, à ce type d'outil-là. Et je vais les atténuer avec telle pâte, plutôt avec telle autre pâte. Dans tous ces outils, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Et c'est l'œil de chacun. C'est l'œil de chacun. On n'aura pas forcément exactement le même polissage. Là, je vais voir, faut pas montrer extrême de chez externe. Mais on n'aura pas forcément le même polissage d'une polisseuse ou d'un polisseur à l'autre. Et la même utilisation des pâtes, la même utilisation des outils, parce qu'on a chacun nos préférences. C'est exactement comme les joailliers, ou les joaillières. On a chacun leur technique pour arriver au même résultat, qui en fait est pas tout à fait le même résultat quand on a l'habitude de regarder, bien évidemment. Alors, en effet, quand on est apprenti, tout ce qu'on fait est contrôlé. On doit apprendre le geste, c'est quand même assez puissant d'avoir un tour, voilà, de savoir comment bien positionner la pièce pour pas se faire mal soi, pour pas creuser, parce que là, ça fait rien sur la peau, mais le métal, lui, si on le laisse trop longtemps, ça fait une belle cuvette. Ça s'apprend. Et notre classe d'apprentissage, elle est là pour ça. Et tout ce qu'on fait, une fois que nous on l'a fait, qu'on estime soit on est bloqué parce que on pas bien qu'il y a un souci, mais on sait pas comment avancer, soit on estime que c'est bon. Il y a celle qui regarde, mais celle qui dit oui ou non, et pendant 12 ans, souvent elle dit non, c'est pas tout à fait fini, regarde là, ou bien regarde là cet état, explique-moi peut-être cet état. Ah bah non, je pensais que ça suffisait. Ah bah si, en fait, soit on recommence carrément. Soit on recommence à la pousse pour enlever les rayures, parce qu'en fait, on pense que ça les non, ça ne va pas. Soit il y a des retours, enfin, voilà. Pendant notre maître d'apprentissage me disait, il faut 10 ans pour être une bonne polisseuse. Il faut 10 ans de regard, 2 ans d'alternance avec quelqu'un qui contrôle, bien sûr, mais normalement, toujours quelqu'un pour contrôler, c'est faire un contrôleur qualité au plus tard, ou même quelqu'un, un chef d'équipe, en policier, on va les dire en culture d'ailleurs aussi, qui contrôle et qui estime c'est lui ou non, on va faire la qualité requise
C'est moi pour un des gens de joaillerie. On a beaucoup de chance au sein de la maison Chaumet. On a le temps de travailler. On a des devis qui sont suffisamment longs, même s'ils sont ajustés, et qui sont suffisamment longs pour privilégier la qualité. Et donc, parfois, on a besoin d'utiliser des techniques assez anciennes. Là, tout ce que je vous montre, le plan final, par exemple, sert à enfiler les mises à jour, là où va être mise la pierre dans le sensiteur. Ça existe depuis toujours. Donc, c'est une technique ancienne. Dans plein d'ateliers, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils ont vraiment pas le temps de faire ça. Nous, on a le temps de faire cette technique-là. Donc, l'enfilage. Mais il y a aussi d'autres techniques, comme par exemple le brunissoir, ou bien le gui. C'est par exemple, c'est des outils. Ce sont des outils de joaillerie à la base. Des fraises, ou bien des limes, qui ont été polis pour qu'il n'y ait plus qu'un... Là, c'est une surface ronde, très bien, une surface en sphérique, pardon. Là, c'est un tout petit rabotage, comme un tout petit liseau qui sert sur le métal contre métal, parfois. Quand je sens que mes pattes sont trop abrasives, en fait, ça va aider métal contre métal, je vais frotter et ça va permettre d'écraser le métal et de le faire briller. Ça, pareil, c'est une technique, tout le monde ne la connaît pas. Ça m'a été transmis par ma chef d'atelier, ma chef du département commissaire, mais tout le monde ne la connaît pas et tout le monde n'a pas le temps. Enfin, il faut prendre un pinceau, quitte à ce que ça déforme un peu, quitte à ce que ça aille pas vraiment les angles, voilà, on le fait. Ailleurs, ça peut être fait parce qu'ils ont pas le temps. En haute joaillerie, qualité avant tout. Donc, on peut utiliser des outils de ce type. Pareil, pour le buis. Ça, c'est encore plus vieux, pour le coup. C'est du buis, c'est un bois très dur sur lequel on vient frotter le métal, mais bois, métal, c'est le métal qui gagne. Donc il faut toujours une touche, c'est toujours quelque chose d'abrasif. Ça, c'est de la pierre organique, c'est de la pierre clousse avec de l'huile. On en met un tout petit peu sur la surface qu'on veut traiter. Et on frotte. Ça, c'est des techniques qui ont été usitées avant, toujours encore une fois, par les polissustes qui avaient le temps en joaillerie, dans les ateliers qui le permettaient. Même encore avant, on utilisait du charbon, ça c'était pour les luttes, quand il y avait vraiment des grands objets à polir. On frottait avec du charbon. Bon, là, ça on le fait plus parce que ça appartenait au domaine de l'horlogerie, mais même de l'orfèvrerie. Donc voilà, on fait plus d'orfèvrerie ici, dans les ateliers fumés. Et on fait pas de grands bijoux qui vont se centrer sur ce genre de technique-là. Mais voilà, ça c'est une technique qui a disparu. Mais bon, par exemple, pour une histoire de lui, j'ai eu la chance de l'apprendre parce que que vous ne pouvez malheureusement pas interviewer, ça aurait été très intéressant. Mais pas là, mais elle est pas là aujourd'hui, mais voilà, c'est elle qui m'a tout transmis. Sans elle, j'aurais pas appris ça à l'école, pareil. Pour ce qui est du polissage et des techniques anciennes en polissage, je pense que déjà ça a toujours été partagé que par un nombre restreint de personnes et de femmes pour le coup, parce que le polissage est traditionnellement un métier de femme, avec toutes les absences de considération. Donc pour le métier propre à la profession qui sont en train de changer, heureusement, mais ça a longtemps charrié beaucoup de soucis. Donc voilà, toutes les femmes ne connaissaient pas ces techniques-là. Et celles qui les connaissaient, je pense, les ont transmises, mais plus par la curiosité de celles qui les suivaient que par, alors, il pouvait y avoir vraiment un souci de transmission, mais pareil, c'était pas forcément demandé. Dans le cadre des entreprises. En tout cas, je sais que pour ce qui est de ma maître d'apprentissage, c'est elle qui est allée toujours au devant de celle qu'elle voyait savoir, qu'elle voyait avec ses connaissances, pour demander si elle pouvait transmettre. Ça a toujours été accepté, bien évidemment. Et grâce à ça, et elle, avec plaisir, elle me transmet aujourd'hui ce qu'elle sait. Donc, je pense que pour ce qui est encore utile, et dans certains ateliers, il y a encore ces connaissances-là, mais oui, ça va en s'amenuisant. On va dire ça comme ça. Je pense que ça va en s'amenuisant. Et ce qui est des techniques qui est totalement disparu, ça, je pense que c'est par la technologie. Par exemple, à une époque, les bijoux
était poli avec le cuir sur la cuisse, on frottait. Là, je parle de ça. C'était électricité, hein. Moi, les rites, on dit ça. Après tout, en frottant très fort, on y arrive. Enfin, c'était toujours dans le geste de la main, un geste une question de vitesse. Aujourd'hui, ça a été remplacé par les tours à polir et par des outils de ce type, mais à une époque, voilà, c'était en frottant très fort. Voilà, bon, ça ne fait plus voilà, et c'est dans l'ordre des choses que ça disparaisse. Par contre, le buis ou le brunisson dont je sais parler, ça, c'est dans le cadre de la qualité recherchée. Ça, vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font encore, je pense. Et en effet, il y a de fortes, peut-être qu'un jour ça disparaîtra totalement, il y aura que quelques personnes qui les connaîtront. Des conseils à quelqu'un qui souhaite se lancer en tant que policière ou polisseuse. Personnellement, comme je vous ai dit au tout début, j'ai testé les métiers. Il y a des moyens de trouver des initiations. Parce que c'est important de tester. Tout métier manuel se teste avant de se lancer. Enfin, à moins de dire, bon, fiche. Pourquoi pas, hein, on peut se lancer dans quelque chose sans savoir. Mais souvent, les écoles demandent directement, même dans un secteur, à savoir quelle spécialité on veut. Est-ce qu'on veut être joaillier, polisseur, etc. Bon, quand on n'a jamais testé, c'est pas facile. Donc, trouver un moyen de tester d'une façon ou d'une autre. Il y a plein de des bijoutiers qui ont pas beaucoup de salariés qui peuvent peut-être, voilà, à condition de gagner leur confiance, faire des démonstrations. Et sinon, il y a des initiations qui sont possibles dans certaines écoles. C'est un certain prix, mais voilà, c'est une façon de tester. Moi, c'est ce que je recommande, va toujours tester. Et une fois que, pour ce qui est du polissage, le métier de polissage, c'est très demandé. Le secteur de la bijouterie, la joaillerie manque de polisseurs. C'est un métier qui est quand même pas facile du tout. Donc sachez que si jamais vous voulez faire ce métier, il y aura de la demande. Donc vous pouvez trouver des alternances, vous pouvez trouver même après du travail par la suite. Il y a même certains ateliers qui embauchent directement, voilà, sans alternance, à condition bien sûr d'être volontaire et puis de prouver durant la période d'essai qu'on aime le métier ou qu'on s'y plaît. Ça, c'est quand même très important. Dans un métier qu'on n'aime pas, c'est même pas la peine de continuer. C'est trop dangereux pour plus pour ça. Donc voilà, je dirais que pour le métier de polisseur et polisseuse, il y a vraiment moyen de se former, de tester et de rentrer facilement parce que c'est un métier demandé. Ce que je peux raconter, j'ai un bac+5 à la base, j'ai fait des études universitaires. Autant dire que j'ai aucun souvenir du premier PowerPoint. Voilà, quand je suis rentrée sur le marché du travail, le premier stage que j'ai fait, faudrait vraiment que je fasse un effort pour m'en souvenir. Et la première chose que j'ai réalisée, autant dire que, voilà, revenez dans 10 minutes, je suis même pas sûre d'avoir soulevé. Alors que vraiment, je me souviens très très bien de la première fois en atelier que j'ai touché du métal, que je savais que c'était un chaton qui allait accueillir une pierre magnifique. Je me souviens encore très bien de toutes les étapes et de voir la pièce finale portée. C'était un magnifique sautoir. Enfin, ça c'est des souvenirs indélébiles. Voilà, j'ai des souvenirs de ma période de consultante, de mes études, etc. C'est pas le souci, mais vraiment c'est tellement quand c'est la passion qui parle et sur l'artisanat, c'est inoubliable. Rien que pour ça fait 4 ans que je fais ce métier. Tous les jours, je suis contente et c'est passé en un éclair. Donc voilà ce qu'il faut raconter comme anecdote.